Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, on vous propose un épisode sur la notion de pseudoscience. Et je suis donc avec Jérémy Royaux. Salut Jérémy. Salut. Qui est le nouveau président du comité para, il faut le dire quand même. Voilà, il voulait proposer un petit épisode c'est son idée sur la notion de pseudoscience. Oui, basé sur l'encyclopédie de la philosophie. Enfin, tu nous diras encore c'est dans quelle encyclopédie que tu es allé voir. Mais comment t'es venue l'idée de faire cet épisode ? Je pense que c'est un concept qui est quand même central au niveau du scepticisme, ce concept de pseudoscience. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en ont une compréhension très simpliste et qui l'utilisent parfois de manière qui n'est pas forcément hyper adéquate. Et en fait, quand on va creuser, on se rend compte que c'est un concept qui est assez compliqué en philosophie, qui a donné lieu à de très nombreux débats et de très nombreuses propositions en termes de définition, de critères, etc. Et je pense que c'est super intéressant pour comprendre un peu les problèmes de la démarcation, justement, donc comment est-ce qu'on définit les frontières entre ici une science, une pseudoscience ou d'autres approches de ce style-là. Donc je me suis dit que c'était utile d'en parler un petit peu parce que c'est aussi un thème qui n'est pas souvent abordé en français. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas entendu ni lu ni vu abordé en français récemment. C'est surtout des trucs anglophones qui en parlent. Et il y a eu quelques épisodes de podcast là-dessus, sur Rationally Speaking notamment, puisque il y a 2 ans, je pense 2 ou 3 ans, Massimo Pigliucci et Martin Baudry qui ont sorti un livre là-dessus et qui ont relancé un peu les débats sur le sujet, puisque c'est des débats qui étaient qui passent par certaines périodes où ça stagne un petit peu, parce que c'est un débat qui dure depuis quand même assez longtemps en philosophie. Oui, tant qu'on y est, Martin Brody, c'est un sceptique belge, il faut quand même le dire, hein, mais il est du côté néerlandophone de la barrière linguistique, c'est pour ça que vous ne l'avez jamais entendu sur le podcast, mais c'est un sceptique très actif. Il s'occupe d'ailleurs aussi il organise aussi l'équivalent de Bruxelles Sceptique au pub, mais du côté néerlandophone. Je ne sais plus dans quelle ville, ça a pas mal bougé au cours des années, donc si c'était à Gand ou à Anvers, mais en tout cas lui c'est un sceptique très actif du côté néerlandophone de la Belgique. C'est un philosophe et il est épistémologue, et donc c'est vrai qu'il a pas mal travaillé avec Massimo Pigliucci, qui lui est un sceptique américain d'origine italienne, mais je suppose qu'il est naturalisé américain. Il a peut-être la nationalité italienne encore, je sais pas. Mais en tout cas, ils travaillent aux États-Unis, ils collaborent beaucoup ensemble sur ces notions de pseudoscience et les problèmes, l'intérêt d'en reparler sur le podcast. Je pense qu'au cours des années, j'ai dû en parler parce que j'ai fait tellement d'épisodes sur l'épistémologie, mais ça date un peu maintenant. On a un tel catalogue d'épisodes, c'est bien de revenir dessus. Et c'est vrai que pour un peu mettre les pieds dans le plat, le problème avec l'usage qu'on fait du terme en zététique ou en scepticisme, c'est que souvent on utilise des notions épistémologiques qui datent très fortement, donc qui sont pas très philosophiquement informés, hein, donc au niveau qui date, c'est souvent les gens qui invoquent Popper, et je vais reprendre un peu l'idée de Pigliucci. Si Pigliucci un jour c'était un sceptique américain, lui dit qu'il était poppérien, et Pigliucci a dit mais alors vous avez juste pratiquement un siècle de retard sur les progrès en épistémologie. Bon, un siècle ou un demi-siècle en tout cas, un bon demi-siècle de retard sur les débats en épistémologie, puisque les idées de Popper ont été légèrement débattues et beaucoup ont été réfutées, donc toujours invoquer Popper. Enfin, l'indice que les sceptiques parlent de Popper comme si c'était the référence en épistémologie montre toujours qu'ils ont beaucoup de retard en épistémologie, et l'usage du terme pseudoscience suit un peu ce schéma-là. Et je pense qu'une des raisons, c'est beaucoup de sceptiques sont des scientifiques, style Richard Dawkins, voilà, mais pas des philosophes, ou qui n'ont pas beaucoup de culture philosophique, où ils ont eux-mêmes beaucoup de retard dans les débats, donc ils considèrent toujours Popper comme une référence en la matière. Et donc il y a ça, et alors évidemment, non seulement souvent c'est des scientifiques qui connaissent pas très bien les débats philosophiques, ou qui suivent pas les débats philosophiques sur ces questions. Et en plus, dans ces gens-là, on sait bien qu'il y en a beaucoup qui ont une attitude anti-philosophique, qui disent que la philosophie ça sert à rien, que c'est de la merde, etc. Donc ils sont forcément pas très motivés à suivre les débats en la matière. Donc ça explique un peu. Et donc nous je pense que c'est bien. Tu vas essayer de
de faire un peu mise à jour ou d'expliquer quelques éléments de base sur les débats qu'il y a à l'heure actuelle en philosophie sur cette notion-là. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, juste une petite note d'introduction. Donc, c'est un sujet qui est assez compliqué, assez technique. Alors, ici, j'ai fait le choix d'essayer de présenter ça d'une manière très simple pour pas trop perdre les gens en cours de route. Donc normalement ça devrait être accessible à tout le monde. Alors je me permettrai quelques petits raccourcis en termes de pédagogie et de vulgarisation. En gros il y aura 2 étapes. La première étape ça sera un peu de faire le point sur qu'est-ce que ça veut dire pseudoscience à la base, d'où vient ce terme et donc qu'est-ce qu'il était censé décrire à la base. Et puis la deuxième étape ça sera de donner une petite liste en fait d'une série de critères ou d'ajouts qui ont été proposés au fil du temps pour essayer de pallier aux lacunes ou aux problèmes de la première définition ou des premiers critères qui avaient été proposés, parce qu'on verra que cette notion même s'il y a des critères bien établis au début, elle est quand même assez problématique. Et donc les philosophes au fil du temps ont proposé toute une série d'ajouts ou de modifications. Alors évidemment je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a beaucoup, j'en ai sélectionné 6 en fait, qui sont des propositions importantes, et je ne vais pas non plus m'amuser à citer chaque fois tous les noms des gens, les dates et les détails du débat. Je vais citer les choses quand même de manière brève pour que ça soit simple. Donc voilà, pour rentrer dans le vif du sujet, on peut quand même rappeler aussi une petite chose, c'est finalement à quoi ça sert cette distinction entre science et pseudoscience. Elle est quand même importante. Il y a un intérêt théorique qui concerne plus les philosophes ou les chercheurs, qui est la définition de critères philosophiques, de démarcation ou de définition des disciplines, etc. Bon, ça nous intéressera pas spécialement aujourd'hui. Et il y a un deuxième intérêt qui est un intérêt pratique, c'est que c'est une distinction qui permet en premier lieu de prendre des décisions, de classer les choses, des décisions par rapport à des affirmations, à des disciplines, à des courants de pensée, ou à des praticiens de nombreux champs, comme le champ de la santé ou les politiques écologiques, le choix des experts, ou au niveau du journalisme aussi, qu'est-ce qu'on va considérer comme valable, pas valable, etc. Donc toutes ces disciplines font appel à un moment ou à un autre à ce type de notion. Voilà, est-ce que c'est scientifique, est-ce que c'est pseudo-scientifique, est-ce que c'est autre chose entre les deux. Voilà, c'est des notions qui sont assez importantes, même si tout le monde y pense intuitivement sans pour autant utiliser les termes en vigueur. Mais aussi, on peut aussi dire que ça peut avoir un rôle idéologique, et ça permet de tracer des lignes dans le sable en disant tu ne passeras pas plus loin, c'est Gandalf et le Balrog. Je pense que les sceptiques parfois, enfin souvent, ça c'est un peu c'est un langage qui permet de faire là évidemment j'utilise un langage très fort pour montrer le problème aussi de ce vocabulaire. C'est un eux versus nous. Il y a eux, nous qui sommes de la science et eux qui sont de la pseudoscience. Quand on utilise ce vocabulaire-là, quand on dit par exemple l'ufologie c'est de la pseudoscience ou la parapsychologie c'est de la pseudoscience, quand on se rend compte qu'en réalité c'est extrêmement difficile, c'est ce qu'on va expliquer, de définir le mot pseudoscience et de donner des critères précis pour déterminer c'est quoi une pseudoscience, on se rend compte que c'est du vocabulaire qui permet de créer du in-group, out-group, quoi. Il y a notre groupe versus leur groupe. Et c'est souvent du vocabulaire un peu de confrontationnel. On dit à eux versus nous, quoi. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle j'ai tendance à de moins en moins, au fur et à mesure des années, quand j'étais un sceptique débutant, j'utilisais tout le temps le terme de pseudoscience, et plus le temps a passé, moins je l'utilise. C'est pas un mot qu'on utilise beaucoup sur le podcast, mais voilà, parce que c'est finalement... il y a une composante idéologique, parce qu'à un moment, comme il y a ce qu'on va voir, je fais un peu de spoiler à l'avance, mais s'il n'y a pas de critères précis, déterminables de qu'est-ce qu'une pseudoscience, souvent ça va être des enjeux idéologiques. Il y a des moments des gens qui vont faire des choix et qui vont dire ça c'est une pseudoscience parce qu'on n'en veut pas, on veut pas de l'ufologie dans le milieu académique par exemple. Tout à fait. Pour définir un peu ce dont on va parler, alors, il faut commencer d'abord par parler du mot science, parce que dans pseudoscience il y a le mot science. Ça va peut-être surprendre un peu les auditeurs, mais rien que pour le mot science, en fait, il y a de très nombreux critères et définitions qui existent, et il n'y a pas vraiment de consensus sur ce que est une science. Déjà, il y a plusieurs sens aussi au mot science.
Si on prend ce qu'on trouve sur Wikipédia, dans tout début, on va trouver la phrase suivante qui dit « La communauté scientifique, garante de l'actualisation du contenu des sciences, va produire des connaissances scientifiques à partir de méthodes d'investigation rigoureuses, vérifiables et reproductibles. » Voilà, ça c'est un premier sens du mot science, ce serait la production de connaissances scientifiques par les scientifiques. Un autre sens possible, c'est de qualifier l'ensemble de la communauté, des chercheurs et les institutions scientifiques, les structures scientifiques. Ça c'est un autre sens possible. Et on peut aussi rajouter au niveau des critères, on peut dire que la science, elle ne produit pas uniquement des connaissances, mais aussi des objets, des outils, des machines, des dispositifs. Et ça aussi, ça rentre dans le mot science. Donc déjà, on voit que pour le mot science, c'est déjà en fait assez compliqué de définir de quoi on parle. Il y a un autre critère qui est évoqué par certains philosophes, qui est celui du consensus. Donc ce qui est scientifique, ça doit être reconnu par les scientifiques. Voilà. Si c'est pas reconnu par les scientifiques, ça serait pas de la science. Voilà, on peut continuer longtemps avec des critères comme ça. Donc on commence à comprendre avec ça en quoi c'est difficile de déterminer les frontières avec précision. Déjà avec le mot science. Juste pour illustrer en quoi c'est problématique, moi j'aime bien différencier les critères externes et les critères internes. Donc ici il y a beaucoup de critères externes. La science, c'est ce que font les scientifiques. Les savoirs scientifiques sont le consensus des scientifiques. C'est ce que j'appelle des critères externes. Souvent c'est bien pour dire aux gens, aux sceptiques débutants, pour savoir si c'est scientifique. Tu regardes s'il y a des cours d'université qui se donnent sur le sujet, s'il y a des manuels qui sont publiés, s'il y a des revues scientifiques. Par exemple, ça exclut l'ufologie, puisqu'il n'y a pas de cours d'ufologie, il n'y a pas de manuel d'ufologie, il n'y a pas de labo d'ufologie. Par contre, tout ça existe pour la parapsychologie. Donc la parapsychologie, si on prend ces critères externes, serait de la science. Et pour prendre un exemple plus clair, en France, évidemment, la psychanalyse ou en Belgique est enseignée à l'université. Il y a des cours, il y a des manuels, il y a des labos. Donc si on prend ces critères externes... montrer des signes extérieurs de richesse, non, des signes extérieurs de scientificité. La psychanalyse serait clairement scientifique en France et en Belgique, puisqu'on la retrouve dans toutes nos universités. Et si à un moment donné, quand en France on aurait interrogé tous les psychologues, quand la psychanalyse était plus dominante qu'elle l'aime encore, elle est encore dominante, mais moins, son emprise diminue, mais si on remonte, 40 ans en arrière et qu'on avait demandé est-ce que la psychanalyse était scientifique, tout le monde aurait dit oui, je suppose, largement majoritaire. Alors qu'évidemment, cette idée-là fait hurler hurler à la mort la plupart des sceptiques à l'heure actuelle. Donc ça montre le problème de ce genre de définition de ce qu'est la science. Tout à fait. Donc oui, donc il y a aussi des critères internes, comme tu dis, qui font référence à la méthode, quoi. Qu'est-ce qui permet de dire que les connaissances ont été produites d'une manière fiable, est-ce qu'elles sont reproductibles par exemple. Il y a toute une série de critères de ce côté-là qui permettent de voir, peu importe d'où ça vient, de qui ça vient ou dans quelle discipline c'est, est-ce que ça a été produit d'une manière qui correspond à une démarche valide, quoi, en termes d'épistémologie, quoi. Moi, par exemple, j'ai tendance toujours à dire, dans ma définition, je dis que la science doit avoir une composante empirique. Et comme ça distingue la science de la philosophie. La philosophie, c'est pas de la science. Mais généralement, quand j'avance cette définition-là, on m'aide toujours avec les mathématiques en me disant oui, mais la mathématique, c'est pas empirique. Alors je dis ben non, les mathématiques, c'est pas de la science, c'est un outil utilisé par la science, mais c'est pas la science elle-même. Alors souvent, ça embête. Il y a des gens qui voudraient que les maths soient de la science. Donc, pour donner un peu comment ce genre de conversation peut se développer, quoi, en très bref. Alors donc, avant de passer donc vraiment au terme pseudoscience, il y a encore deux autres termes que je voudrais aborder brièvement, qui sont aussi utilisés souvent dans la littérature et qui sont liés à la définition de pseudoscience. Il y a le terme de non-science. Donc une non-science, c'était un terme qui était utilisé quand il y a eu le début des débats sur la pseudoscience. Une non-science, c'est simplement ce qui ne se base pas du tout sur la méthode scientifique et qui ne prétend pas produire des résultats scientifiques. Par exemple la philosophie. Voilà, tout à fait. La philosophie, c'est non-science, voilà. Donc il y avait la science et il y avait la non-science. C'était vraiment comme ça qu'était utilisé ce critère à la base. Et il y a un deuxième terme que je vais définir, je pense qu'il est plus récent, mais je n'ai pas retrouvé son origine. C'est le terme de protoscience. Donc protoscience, c'est quoi ? Une protoscience, c'est un nouveau domaine scientifique qui en est à l'étape de la formulation et de la spéculation, et qui pourrait par la suite établir les bases d'une nouvelle science, produire des connaissances scientifiques, ou au contraire ne pas y arriver et être rejeté.
Donc on peut dire que c'est une science potentiellement en devenir, mais on ne sait pas encore si ça va l'être. Et c'était le cas donc de l'alchimie à une époque, puisque l'alchimie a précédé la chimie, et il y avait dans l'alchimie des principes de la chimie qui sont devenus la chimie, et d'autres choses qui ont été rejetées. Donc l'alchimie était à une certaine époque une proto-science avant d'être devenue une science aujourd'hui via la chimie, quoi. Pour prendre des exemples qui concernent les sceptiques, encore une fois, on pourrait éventuellement, évidemment, il pourrait y avoir des gros débats sur la question, mais placer l'ufologie ou la parapsychologie comme des proto-sciences. Bon, il n'y a pas beaucoup de parapsychologues et d'ufologues qui seront d'accord avec ça, mais on pourrait imaginer qu'on se dit, bon, en fait, c'est des proto-sciences, un jour, ils arriveront peut-être à produire des résultats qui seront des vrais savoirs scientifiques, mais ce n'est pas encore le cas maintenant, on pourrait imaginer, donc ça pourrait se discuter. Mais un exemple qui me paraît plus parlant, c'est le programme SETI, donc écoute des extraterrestres. Massimo Pigliucci dit que le classe dans les protosciences. C'est super intéressant parce que justement Pierre Lagrange dans sa thèse de doctorat dit l'ufologie est scientifique parce que SETI est considéré comme scientifique par les scientifiques. Mais justement, de manière fort pertinente, Pigliucci classe ce programme SETI dans de la protoscience et pas dans de la science. Pourquoi ? Parce que le programme SETI ne ferait de la science qu'à partir du moment où ils auraient réellement détecté un message extraterrestre. Mais tant qu'ils sont à l'écoute des messages extraterrestres, mais qu'ils n'en ont pas détecté, ils n'ont pas encore produit de savoir scientifique. Et donc, ils passeraient ipso facto de la protoscience à de la science dès qu'ils auraient réussi leur démarrage, quoi. En gros, qui serait d'arriver à capter un message extraterrestre. Mais en attendant, tout ce qu'ils font, c'est spéculer sur la nature des extraterrestres et essayer de mettre au point des dispositifs, mais tant qu'ils n'ont pas rien obtenu d'empirique, c'est pas de la science. Ouais, c'est ça, donc là, il y a vraiment un critère de la production de quelque chose, quoi. Il faut qu'on arrive à une production objective. Ok, alors donc pour la suite, je vais passer donc au terme pseudoscience lui-même. Alors pour ce que je vais dire après, donc je me suis en grande partie inspiré de l'article Science et pseudosciences de la Stanford Encyclopedia of Philosophy, que vous pouvez trouver sur internet, et aussi l'interview de Martine Baudry sur le podcast Rationally Speaking, épisode 94. Et aussi des interventions de Pigliucci plus générales sur le sujet. Voilà, je mettrai les références dans les notes du podcast. Alors, d'après l'encyclopédie, donc le terme pseudoscience, il date de la fin du XVIIIe siècle, en fait, à peu près 1796. Il a été utilisé pour qualifier l'alchimie en premier lieu. Et donc, ce terme pseudoscience, donc, il fait référence à ce qui n'est pas scientifique. Donc, ça fait référence en partie à la non-science de tout à l'heure, mais avec un détail en plus. Donc, ça serait de la non-science, ça c'est le premier critère, et le deuxième critère c'est elle essaye de se faire passer pour de la science. Donc de la non-science qui essaye de se faire passer pour de la science. Donc ça ce sont vraiment les deux premiers critères qui étaient proposés pour cette notion. Donc de la non-science qui essaye de se faire passer pour de la science. Bon, alors c'est très bien comme point de départ, mais le problème c'est que il est assez facile de mettre en défaut ces critères, parce qu'ils sont quand même assez vagues. Et donc on peut assez vite trouver des problèmes. Par exemple, si on prend un scientifique qui a réalisé des expériences et qui tire des conclusions de ces expériences et que ces conclusions contredisent le consensus scientifique, est-ce qu'on va parler de science ? Est-ce qu'on va parler de mauvaise science ? Est-ce qu'on va parler de pseudo-science ou de proto-science ? Enfin, voilà, on a vu déjà avec les autres définitions que c'est pas si simple de classifier les choses parce qu'évidemment c'est un continuum. C'est souvent, les choses ne sont pas soit A, soit B. Elles sont parfois entre A et B, à différents degrés, mais ces différents degrés, ils n'apparaissent pas dans les critères, dans des critères binaires comme ceux qu'on a ici, quoi. Donc ça devient vite assez compliqué. Alors après, ça va devenir des détails aussi du processus, si on prend le travail de scientifique. Si les conclusions, par exemple, étaient fausses, mais que c'est un cas isolé, peut-être lié à des erreurs de mesure, à ce moment-là, on ne va pas forcément parler de pseudoscience, parce que les résultats sont faux, mais c'est pas volontaire, c'est lié à des erreurs, donc la démarche peut quand même être valide au niveau scientifique. Donc c'est pas une pseudoscience. Après, c'est difficile déjà d'évaluer ça si on prend des études. Voilà, qu'est-ce qui fait que les résultats étaient faux ? C'est pas toujours si clair que ça de le savoir. Alors par contre, si le scientifique en question, imaginons qu'il réalise des expériences biaisées à répétition sur le même sujet,
On voit qu'il essaye de valider une idéologie particulière. Par exemple, imaginons qu'il soit convaincu, je sais pas moi, de l'existence de la télépathie, et qu'il ferait des expériences qui sont de manière régulière, biaisées, de manière visible. À ce moment-là, on peut commencer à se poser la question, est-ce qu'on est en face de pseudoscience ou pas? Parce que même s'il suit une méthode qui semble scientifique, ces résultats sont invalides de manière répétée, et pourtant il prétend qu'ils sont scientifiques. Donc là, il y a bien une question, une sorte d'usurpation qui peut faire référence au deuxième critère, donc la non-science qui essaye de se faire passer pour de la science. Bon, ici, c'est pas de la non-science, mais c'est pas de la science non plus, et ça essaye de se faire passer pour de la science sans en être vraiment. Donc ça satisfait au critère 2, pas vraiment au critère 1. Voilà. Alors, quand ça satisfait le critère 2, mais pas vraiment le critère 1, voilà. Dans quoi on est? Est-ce qu'on est dans la non-science? Est-ce qu'on est dans la pseudo-science? Est-ce que c'est de la mauvaise science? C'est très difficile à déterminer. Alors tout ça, ça a lancé pas mal de débats pendant beaucoup d'années. Il y a eu de nombreuses propositions de la part des philosophes pour améliorer ces critères de démarcation, qui sont encore discutés aujourd'hui, même si d'après l'encyclopédie, les débats se sont un peu taris après 1980, où notamment un philosophe qui s'appelle Laudan a conclu à l'échec de définir avec précision les bordures de la science. Maintenant, ces débats se sont un peu ravivés récemment avec plusieurs publications et livres sur le sujet. Mais ça, c'est quand même quelque chose d'important aussi, parce que on a souvent l'idée qu'en science, il n'y a pas de progrès. Qu'en philosophie, pardon, il n'y a pas de progrès. On a l'idée que la philosophie, c'est quelque chose d'un peu intemporel, mais en réalité, il y a des progrès scientifiques. Je vais chaque fois confondre, désolé. En réalité, il y a des progrès philosophiques. Et voilà, on peut voir qu'ici, il y a eu un progrès philosophique, c'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de débats qui ont essayé de déterminer des critères pour déterminer c'est quoi une pseudoscience. Et les débats ont eu lieu jusqu'en 1983, jusqu'à l'article de Laudan, et puis finalement le consensus chez les philosophes qui s'est établi à ce moment-là, donc on est vraiment devant un progrès, et qui a été cristallisé avec l'article de Laudan, c'est que l'approche par critère est un échec. Mais évidemment, là où Laudan va peut-être aller probablement trop loin, c'est de dire finalement ça n'existe pas les pseudosciences, si on ne sait pas faire les différences, alors c'est que tout est bon. Mais alors les débats ont été ravivés à l'heure actuelle, mais pas forcément sur l'angle de faire des critères. L'approche par critère a été réfutée finalement en philosophie. Donc les philosophes qui travaillent sur ces questions-là, ils essayent d'aborder le problème autrement que de déterminer des critères. Alors c'est d'autant plus fascinant évidemment qu'il n'est pas rare que les sceptiques et les zététiciens fournissent des listes de critères pour déterminer ce qu'est une pseudoscience. Et donc ça montre qu'en fait, si vous tombez sur un zététicien qui vous fournit une liste de critères pour déterminer ce qu'est une pseudoscience, ça veut dire qu'il est dans l'ère pré-1983, donc pré-laudanienne en épistémologie. Normalement, il ne devrait pas essayer de vous fournir des critères, et Jérémy va vous expliquer c'est quoi les problèmes avec les critères, je suppose. Oui, tout à fait. Oui, alors donc j'entame mes critères justement. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y aura une liste à peu près 6 critères que je vais aborder. De manière très simple, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques. Donc le premier critère, première proposition de modification qui était assez importante à l'époque, c'est qu'il y a eu une proposition de modifier le deuxième critère, donc qui essaye de se faire passer pour de la science. Donc la proposition, c'était qu'en plus, il fallait qu'il y ait la notion de doctrine déviante par rapport à ce qui est admis. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui défend une théorie qui est totalement en contradiction avec ce qui est admis en science, à ce moment-là, rentre plus facilement dans la définition de pseudoscience. Et c'est un critère qu'il faudrait ajouter selon certains philosophes à cette époque-là. Donc rajouter l'idée d'une doctrine déviante. Donc ça veut dire pas juste simplement une affirmation ou une hypothèse, mais vraiment une doctrine déviante. Par exemple, l'idée de l'alchimie, à l'époque, je pense qu'on aurait pu dire qu'il y avait diverses idées. Enfin, une fois que l'alchimie était établie, l'alchimie est devenue une doctrine déviante dans le sens où c'était tout un programme, toute une logique, toute une
toute une discipline qui proposait des choses qui étaient contradictoires avec ce qu'on savait de la chimie, quoi. Donc il y avait cette idée de doctrine déviante, ce qui exclut en fait à ce moment-là de la définition l'exemple que je donnais tout à l'heure avec le scientifique qui ferait pour une étude ou pour une hypothèse qui produirait des résultats qui ne sont pas valides. Voilà, lui, il ne défend pas une doctrine déviante, c'est juste un cas isolé, donc c'est pas de la pseudoscience selon ce critère. Voilà, ça c'est un premier critère qui a été proposé. L'idée de doctrine déviante, ça revient donc à abandonner une partie de deuxième critère, quoi. Mais le problème, c'est que ça ne clarifie pas forcément beaucoup de choses pour autant. Alors, par exemple, si on prend les guérisseurs, encore un autre exemple, si on prend les guérisseurs, alors les guérisseurs, ils prétendent pas faire de la science, en général, il y en a certainement certains qui prétendent, mais en général, c'est pas le cas. Ils n'ont pas non plus une grande prétention de démontrer quelque chose scientifiquement. Alors est-ce que dans ce cas-là, est-ce qu'on est en face de pseudosciences? Si on prend cette idée de doctrine déviante, là, il y a une doctrine déviante qui est cette croyance dans le pouvoir de guérison, mais ils ne prétendent pas faire de la science. Donc là, ils satisfont au critère 1, donc c'est de la non-science. Ils ne satisfont pas au critère 2, puisqu'ils n'essayent pas de se faire passer pour de la science. Par contre, ils satisferaient à ce nouveau critère de doctrine déviante. Donc on aurait 2 critères sur 3, mais plus le deuxième. Donc de nouveau, en fait, on est de nouveau assez vite coincé là-dedans. Évidemment, l'idée de défendre une doctrine déviante, on peut voir que dans certains cas, ça correspond effectivement à ce qui se passe, mais ça ne nous aide pas beaucoup à classifier quoi que ce soit, en fait. Oui, et puis le problème, je pense que le terme doctrine déviante est tellement flou. Déviante par rapport à quoi? Alors par rapport au consensus actuel, mais comme le consensus actuel, ça serait mettre beaucoup de confiance dans le consensus actuel probablement, et comme on sait que la science évolue et que le consensus change, une doctrine qui est déviante à un moment pourrait devenir une doctrine non déviante par la suite. C'est un peu problématique. Je suppose que des sciences pourraient s'amuser à montrer que des doctrines déviantes ont été prouvées. Par exemple, la tectonique des plaques, elle était considérée comme une tectonique déviante quand elle était proposée, et puis elle s'est avérée correcte par la suite, la tectonique des plaques. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'elle était pseudo-scientifique à l'époque où elle s'opposait au consensus, et puis elle est plus pseudo-scientifique, elle devient la scientifique quand elle est en accord avec le consensus? Enfin, un critère qui soit l'adéquation par rapport au consensus, et puis après, comment est-ce qu'on détermine c'est quoi le consensus? Parce qu'on invoque souvent le consensus scientifique, mais sans... Bon, c'est vrai que par exemple sur le réchauffement climatique, il y a eu des études qui disent, autant de scientifiques climatologues pensent que... Là, on a des chiffres exacts, mais il y a plein de sujets en science où on juge le consensus à la louche, mais on n'a pas de chiffres exacts. Par exemple, j'ai jamais vu passer de chiffres exacts où on a demandé aux scientifiques dans le monde entier, par exemple, est-ce que vous pensez que les ovnis s'expliquent par des visites extraterrestres de la Terre, pour évaluer vraiment quel était le consensus scientifique réel sur le sujet. En plus, il y a toujours le problème de la notion d'expert, c'est que ça serait qui les experts pertinents à qui on poserait la question. Donc, même la notion de consensus scientifique est plus difficile à établir qu'on ne le pense. Et donc alors si on doit établir la déviance par rapport au consensus qui est lui-même difficile à établir, on est parti pour la gloire. Ouais, d'office. Je pense que même pour la plupart des choses qu'on aborde dans le mouvement sceptique, en fait en général on n'a jamais le consensus scientifique. C'est très rare qu'on ait ce consensus. On a le consensus en général de la minuscule minorité de chercheurs qui s'est intéressé à un sujet. C'est ça le consensus scientifique en général. Parce que pour la plupart des sujets qu'on aborde, je sais pas moi, si on parle de certaines médecines alternatives, alors évidemment des très grands sujets comme l'homéopathie, là on a un consensus parce que c'est très étudié, mais c'est plus des exceptions que la règle. Il y a plein d'autres disciplines qui sont pas beaucoup étudiées. Alors là en général on n'a que l'avis de quelques scientifiques qui s'intéressent à ces questions, quoi, ce qui reste pas tout un consensus général. Oui, ou pour le prendre autrement, le problème des consensus des experts au sein de la Parapsychological Association, qui regroupe tous les chercheurs qui ont fait une carrière académique sur le paranormal. Le consensus, c'est que le psy existe, que
Et les gens qui s'y opposent sont des gens qui n'ont pas fait leur carrière dessus, sont des scientifiques qui ne sont pas des spécialistes du domaine, qui n'ont généralement pas fait de publication sur le sujet. Et on dit le consensus scientifique, c'est que le paranormal n'existe pas ou que le psy n'existe pas. Alors c'est assez problématique. C'est comment t'établis le consensus, qui est le public pertinent, etc. Oui, dans ton exemple, en plus, la plupart de ces scientifiques sont des tenants à la base, quoi. Donc c'est quand même c'est un groupe particulier. C'est pas des scientifiques au hasard à qui on a dit tiens, je vous donne de l'argent, faites une étude sur le paranormal. Oui, bien sûr, mais bon, c'est vrai dans la plupart des sujets en plus, de toute façon. Donc. Tout à fait, tout à fait. Ok, alors donc troisième critère. Le troisième critère qui était proposé, c'était de prendre en compte l'époque. Bon, alors ça, c'est un critère qui est, à mon avis, un de ceux les plus pertinents que j'aborde. Évidemment, une approche peut être une pseudoscience aujourd'hui, mais ne pas l'avoir été il y a 30 ans. Donc évidemment, le contexte joue un rôle. On a donné l'exemple de l'alchimie tout à l'heure. À une époque où on n'a pas les connaissances pour montrer que l'alchimie n'est pas en accord avec ce qu'on connaît de la chimie ou de la science, évidemment on ne peut pas dire que c'est une pseudoscience, même si on peut le dire aujourd'hui. Vous écoutez Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison, un podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal, à la pensée critique et à la philosophie. Oui, donc avec la question de l'époque et des critères, un des points, c'est pas tout à fait ce que tu disais, mais moi, ce qui me paraît important avec cette idée-là, et c'est quelque chose que j'ai trouvé chez Chris French, c'est qu'il a examiné des listes de critères à travers le temps. C'est dans un de ses manuels de psychologie anomalistique, il a écrit un chapitre sur cette question-là, sur la question est-ce que la parapsychologie est une pseudoscience. Et donc, certains sceptiques ont proposé des listes de critères pour déterminer ce que c'est une pseudoscience à travers le temps. Donc, si tu prends un sceptique des années 60, je vais citer des noms, mais c'est pas eux, c'est vraiment de mémoire. Mais on pourrait imaginer Martin Gardner dans les années 50-60, puis tu prends Ray Hyman dans les années 80, puis Carl Sagan à la fin 90, juste avant sa mort. Tu prends 3 auteurs comme ça et tu vois les critères qu'ils posent pour déterminer ce que c'est une pseudoscience. Les critères dépendent de l'époque pour une raison très simple, c'est-à-dire que la manière dont ces auteurs procèdent, ces sceptiques procèdent, c'est qu'ils réfléchissent à quelle discipline ils veulent exclure, et puis ils créent les consignes, ils créent les critères pour exclure les disciplines qu'ils ont exclure. Si tu dis je veux exclure l'astrologie, on va mettre tel critère. Si tu dis je veux exclure la parapsychologie, je vais mettre tel critère. Donc voilà, ils vont mettre des choses. Alors on voit que c'est vraiment très coloré temporellement. Ouais, tout à fait. Ouais, on reparlera un tout petit peu des listes après, plus tard aussi. Alors pour le critère suivant, donc c'est critère 4. Là, l'idée c'est que l'approche doit être vérifiable, sinon c'est pas scientifique. Alors c'est un précurseur du critère qu'on va aborder après, qui est celui de Popper avec la falsifiabilité. Mais ici c'est un peu différent. Donc l'idée c'est que l'approche doit être vérifiable, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir vérifier que les connaissances qui sont produites ou les choses qui sont mises en avant sont scientifiquement valides. Alors en fait c'est un critère qui avait notamment comme objectif de distinguer entre la science et la métaphysique. Alors, on en a un peu parlé au début de l'épisode. Donc ça permet de distinguer notamment que voilà, on est en train de parler de philo et pas de science. Mais c'est un critère qui a été repris aussi par certains auteurs un petit peu avant celui de Popper qui arrive. Donc c'est la vérifiabilité, si on peut dire ça. Je ne sais pas si c'est très français. Mais... Popper a vraiment réagi. L'innovation de Popper, ça a été de dire la vérificabilité ne suffit pas. C'est ça. Donc ça c'est le critère suivant, donc qui est un peu en réaction à la vérifiabilité. Donc Popper, que vous connaissez tous au moins un petit peu, donc a réagi à ce critère-là qui était selon lui serait insuffisant. Et donc il a amené l'idée qu'une approche doit être falsifiable, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir la confronter aux faits et démontrer qu'elle est fausse. Donc ça c'était le critère de Popper qui est encore souvent cité aujourd'hui comme une référence, même si comme on a dit tout à l'heure, il y a pas mal de problèmes aussi à ce critère et la philosophie a avancé quand même pas mal depuis Popper, quoi. Alors ce critère
il y a quand même pas mal de problèmes. Par exemple, si on l'applique vraiment de manière précise, on peut dire que ce qui est, selon Popper, selon ce critère, ce qui est réfutable est donc scientifique. C'est un peu ça l'idée aussi. Alors le problème, c'est qu'on peut trouver des contre-exemples assez facilement. Par exemple, l'astrologie, elle a été depuis pas mal de temps testée et réfutée. Donc selon le critère de Popper, en fait, elle serait scientifique. Alors évidemment, ça n'a pas de sens. Et Popper lui-même ne pensait pas que l'astrologie était scientifique. Alors il y a des auteurs qui ont avancé l'idée que c'était pas le seul critère que Popper utilisait. Bon, il a un peu contredit ça quand même vers la fin de sa carrière en rappelant que ce critère était vraiment fondamental. Mais voilà, ça c'est un peu un problème. Alors, il a aussi affirmé à un moment que la théorie de Darwin n'était pas réfutable et donc elle n'était pas une théorie scientifique. Ce qui était quand même aussi assez particulier. Aujourd'hui, ça paraîtrait assez farfelu. Et déjà à l'époque, il y a eu pas mal de critiques par rapport à ça. Ça illustre quand même bien le problème de ce critère que beaucoup de sceptiques malheureusement tiennent comme une sorte de critère sacro-saint, alors que voilà, dès Popper, on se rend bien compte que le rejet de la théorie de l'évolution, il y avait aussi le marxisme et la psychanalyse. Bon, le marxisme et la psychanalyse, ça posera pas beaucoup de gens. Ah, il y a peut-être des marxistes, mais en tout cas la psychanalyse, tous les sceptiques diront bah oui, Popper a raison. Mais enfin la théorie de l'évolution, les gens, c'est évidemment ça fait un peu sourire pour les sceptiques en se disant what the fuck. Mais ça montre bien le problème du critère en réalité. Et d'ailleurs, pour donner un autre exemple que l'astrologie, moi je dis souvent, par exemple pour la psychanalyse aussi, le problème des idées psychanalytiques, c'est pas tant que la psychanalyse n'est pas réfutable, mais qu'il y a plein d'idées de la psychanalyse qui ont été réfutées. Donc, là encore une fois, si on prend ce critère, on peut tester en psycho les hypothèses psychanalytiques. Il y en a mal qui ont été réfutées, il y en a certainement un certain nombre qui ont été validées. Mais alors on va dire, alors la psychanalyse c'est une science. Et d'ailleurs, par rapport à la théorie de l'évolution, Popper, suite aux critiques, est finalement revenu sur ce qu'il a dit pour admettre qu'en fait, la théorie de Darwin, elle était testable, mais qu'elle était difficile à tester. Voilà. Bon, il n'a pas modifié son critère pour autant, ce qui est un peu critiquable d'ailleurs. Mais de toute façon, c'est ça, ce qui s'est passé, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment eu un progrès en épistémologie. Il y a des progrès philosophiques, même si ça peut paraître... Bon, souvent on a l'impression que la philo n'a pas de progrès, mais Popper a fait un progrès en rejetant l'idée de vérificabilité. Ça a généré beaucoup de débats, et ces débats ont préféré Popper, ce qui est assez fun. Et d'ailleurs, il y a un livre de vulgarisation, c'est Qu'est-ce que la science de Chalmers, où il retrace cette histoire-là pour le grand public, donc si ça vous intéresse. Kuntz, il y a pas mal de choses intéressantes, et il a dit aussi que même si tous ces critères étaient très nombreux et ne font pas consensus finalement, la plupart des chercheurs s'accordent quand même sur les catégorisations de pseudosciences. Donc, dans la plupart des cas, même si les gens n'ont pas les mêmes critères, ils tombent quand même plus ou moins d'accord sur le fait que l'astrologie, par exemple, c'est une pseudoscience, ou l'homéopathie, même s'ils ne s'accordent pas donc sur les critères. Du coup, il y a quelque chose d'autre qui se joue que simplement sa liste de critères, puisque même si les gens ne s'accordent pas dessus, ils s'accordent quand même plus ou moins sur les résultats dans certains cas. Ouais, c'est clair. C'est une idée un peu que Pigliucci énonce en disant un scientifique, quand il voit une pseudoscience, il la reconnaît. On n'arrive pas à définir ou à mettre des critères précis pour définir ce que c'est une pseudoscience, mais la majorité des scientifiques sont d'accord pour dire ça, ce qu'est une pseudoscience. Bon, à la limite, c'est quelque chose que Pigliucci dit. Bon, maintenant, après, je pense que c'est clair pour certaines choses, et puis il y a quand même des zones de gris où c'est beaucoup moins clair ça. Mais c'est vrai que quand on dit l'astrologie, la grande majorité des scientifiques vont dire que c'est une pseudoscience. Alors, critère suivant, donc le dernier critère, alors ça vient de Lakatos, qui est aussi un grand nom de sujets, et d'autres sujets aussi en philosophie. Donc là, il y a l'idée que les critères ne doivent pas porter sur une hypothèse isolée, mais sur tout un programme de recherche et son évolution. L'évolution est ici vraiment l'aspect qui est mis en avant par Lakatos. Donc l'idée, c'est que ça doit s'inscrire dans une démarche au travers du temps, avec des évolutions, des évolutions ou l'absence d'évolution. Alors, je donne un exemple pour illustrer ce critère-là, c'est un petit peu plus complexe. Je vais prendre l'exemple de l'EMDR, donc cette fameuse thérapie du traitement des traumatismes, dont vous avez tous entendu parler, j'imagine. En
Encore 2 mots, donc le MDR, elle a été pendant un temps qualifiée de pseudoscience par certaines personnes, y compris par des biais sceptiques. Il y a pas mal de temps, hein, c'est pas tout récent, maintenant ça a changé. Et avant d'être reconnue aujourd'hui comme une méthode qui est très très bien validée, et, au niveau evidence-based medicine, la méthode est reconnue internationalement maintenant comme étant vraiment efficace. Et donc la théorie à l'origine de l'MDR, c'était en fait qu'on avait, pour traiter les traumatismes, en fait on utilisait notamment ce qu'ils appellent des stimulations bilatérales visuelles. Donc en gros, le thérapeute demande à repenser à différents aspects du trauma qui viennent par association d'idées, et pendant ce temps-là, le thérapeute effectue des mouvements de gauche à droite avec son doigt tendu et le patient suit le doigt en fait. Voilà, ça c'est un des principes de base de l'EMDR et qu'on retrouve dans le nom puisque c'est Eyes Movement Desensitization. Et donc cette théorie à la base, elle était assez bancale au niveau scientifique puisqu'on ne savait pas très bien pourquoi c'était censé fonctionner. Et puis plus tard, il y a eu des études qui ont montré qu'en fait ces stimulations visuelles, le côté visuel n'était pas du tout nécessaire. En gros, on pouvait faire des stimulations bilatérales avec n'importe quel sens. C'est-à-dire qu'on pouvait faire des tapotements sur le corps, un tapotement à droite à gauche. On pouvait faire des sons à droite et à gauche. Donc le côté visuel qui carrément fondait le nom de l'approche, en fait, ne servait à rien. Et donc, à ce moment-là, il y a vraiment une caractéristique de pseudoscience, parce que le MDR a toujours revendiqué de baser sur des données scientifiques, aussi sur de la psychologie cognitive. C'est un truc qui se veut assez scientifique, même si la théorie de base ne l'était pas vraiment. Et ils ont tenu compte des recherches, puisqu'ils ont intégré le fait que la stimulation visuelle n'était pas nécessaire. Et donc depuis, ils n'enseignent plus que ces stimulations visuelles sont nécessaires, et ça peut être n'importe quelle stimulation bilatérale. Ce qui était quand même un changement important pour eux, puisque le titre même de leur approche était lié aux stimulations visuelles. Donc là, on a vraiment cette idée de programme de recherche, c'est qu'ils ont continué à tenir compte des recherches et même à financer certaines recherches par eux-mêmes, et ils ont tenu compte des résultats pour modifier même des fondements de leur théorie, qui à la base, scientifiquement, tenaient vraiment pas beaucoup la route. Et encore aujourd'hui, il y a des morceaux de cette théorie qui tiennent pas la route, mais il y a une évolution, quoi. Il y a une évolution, ils tiennent compte des connaissances, ils essayent de jouer le jeu de la démarche scientifique. Et donc là, pour revenir aux critères de la CATOS, donc si on se base sur le fait que une pseudoscience, c'est aussi donc une approche qui n'évolue pas, qui tient pas compte de la démarche scientifique au travers du temps, donc qui tient pas compte des nouvelles connaissances, qui n'essaye pas de faire évoluer sa propre théorie, là on est en face aussi de quelque chose qui est pseudo-scientifique. Donc là il y a vraiment ce critère d'évolution au travers du temps et l'évolution de tout un programme ou tout un courant de recherche. Il y a aussi l'idée de fécondité, hein, c'est ce que le programme génère des connaissances intéressantes, etc. Et donc, ouais, c'est ça. C'est marrant parce que finalement, on voit que c'est pour toutes les approches, hein, que ce soit des approches scientifiques ou non scientifiques, c'est pas facile de faire évoluer les fondements des approches qu'on utilise. C'est pas facile de faire évoluer les connaissances parce que ça rejoint un peu le fait que les sceptiques citent souvent Popper. Popper c'est vieux, oui, mais bon, qui remet à jour ses connaissances et les enseigne à tous les praticiens d'un courant, quoi. Donc c'est pas facile en fait, ça demande une volonté particulière de se tenir à jour scientifiquement et de tenir une approche à niveau. Ce qui pose souvent problème, c'est qu'on me dit oui mais c'est pas grave parce qu'on fait de la vulgarisation. Donc on vulgarise de la philosophie de la première moitié du XXe siècle. Moi ça me pose problème parce que par exemple si les sceptiques ou les zététiciens faisaient ça pour n'importe quelle discipline scientifique, mais ce que je dis, je vulgarise de la médecine, mais bon je suis pas un expert donc je vais vulgariser les connaissances médicales du début du XXe siècle. Personne n'oserait sortir cet argument, quoi. Dire c'est pas grave si je me tiens pas au courant des débats philosophiques de pointe dans ma vulgarisation, parce que dans le fond, je vulgarise, donc c'est pas grave. Mais si, c'est grave, parce qu'il faut vulgariser ce qui se fait maintenant et pas vulgariser ce qui s'est fait il y a un siècle. Alors voilà, donc comme on a vu, il y a beaucoup de critères qui ont été proposés. Il y a aussi beaucoup d'auteurs dans la littérature qui ont fait des sélections dans ces critères en gardant 3 ou 4
mais ils sont quand même vite au niveau de la philo rendus à l'évidence que donc ces critères, en général, quelle que soit la combinaison qu'on fait, ces critères sont en général insuffisants pour permettre une catégorisation vraiment précise et juste. Et donc après ça, il y a pas mal de personnes qui ont un peu quitté l'idée d'avoir 2-3 critères et qui se sont mis à proposer des listes. Hein, tu en parlais un peu tout à l'heure. Alors là, c'est un peu parti aussi un peu plus dans tous les sens, parce qu'il y a eu des gens qui proposaient des listes très très longues avec plein de critères différents, des critères très spécifiques, ou alors des critères très vagues. Voilà, par exemple, j'en cite quelques-uns vraiment pris au hasard. On peut dire qu'une pseudoscience, c'est en général basé sur des expériences qui ne sont pas reproductibles, ou une théorie provient unanimement d'une seule personne qui prétend avoir la vérité, ou encore refuser de jouer au jeu de la science, et refuser de tester les affirmations. Enfin voilà, ça c'est le genre de critères qu'on peut trouver dans des listes, qui sont des critères, on va dire, qui n'améliorent pas forcément l'efficacité de la liste en question. Et voilà, donc comme je disais tout à l'heure, Kuhn a fait remarquer que ces critères étaient très nombreux et qui faisaient absolument pas consensus, même si les chercheurs pouvaient s'accorder sur certaines approches. Ça restait quand même vraiment insuffisant, en tout cas pour faire une catégorisation précise. Alors c'est pas pour autant que ces critères ne servent à rien. Je pense que avoir un peu parcouru les critères qui ont été importants, ça permet d'avoir une bonne idée de ce que les théoriciens ont pu observer comme point commun ou comme frontière dans certains cas. Alors même si ce n'est pas des critères qui permettent de définir de manière universelle ce que c'est une pseudoscience, sont quand même des indicateurs sur une partie des pseudosciences, en tout cas correspondent à certains de ces critères. Voilà. Maintenant il faut, je pense, rentrer un peu plus dans une position un peu plus d'humilité et de rigueur, en ayant conscience que ces critères ils ont des limites quand même assez importantes et qu'il faut vraiment se méfier, je pense, de qualifier à tour de bras des approches avec ce terme pseudoscience sans avoir vraiment creusé la question, ou en tout cas sans préciser sur quoi on se base, parce que à la limite si on précise, voilà, si on se dit je sais pas moi, la programmation neurolinguistique qui est une approche de thérapie, pseudothérapie, c'est une pseudoscience parce que j'utilise tel critère pour lequel ça correspond bien, là à ce moment-là le lecteur ou l'interlocuteur sait sur quoi on se base, donc finalement il sait quels sont les critères utilisés pour critiquer l'approche, tandis que si on omet de mentionner ça et qu'on dit juste voilà c'est une pseudoscience, en fait personne ne sait très bien ce que ça veut dire, quoi. On ne sait pas, ok c'est une pseudoscience, on sait ce que ça veut dire, que c'est quelque chose qui n'est pas de la science valide, mais sur quoi, on ne sait pas sur quels critères se base celui qui le dit pour qualifier de telle manière, quoi. Donc je pense qu'il faudrait vraiment être prudent par rapport à ça et toujours, quand on utilise le terme, préciser sur quoi on se base, sur quels critères pour l'utiliser, quoi. Oui, ça vaut toujours la peine. Par exemple, pour la parapsychologie, les zététiciens français, ça arrive souvent. Comme ils ne connaissent pas bien le domaine de la parapsychologie, bon, c'est évidemment pas le cas de nos auditeurs, mais ils vont dire des choses. Ça m'arrive encore régulièrement de tomber sur un zététicien qui dit la parapsychologie, c'est une pseudoscience parce que, critère externe, il n'y a pas d'enseignement de parapsychologie dans les universités. Et puis après, je lui dis, mais il y a plusieurs enseignements universitaires de parapsychologie, au moins à l'université d'Édimbourg en Écosse, et puis à l'université de Rennes. Je crois qu'en Angleterre, il y a pas mal de profs de parapsy maintenant, et de psychologie analytique. Donc évidemment, c'est un critère qui ne tient pas la route. Généralement, ils nous disent ah oui, mais c'est parce qu'en France, il n'y a pas d'enseignement de parapsychologie. Oui, mais ça, on s'en fout. En France, il y a beaucoup de psychanalyse, donc merci d'avoir joué. Les spécificités françaises, elles n'ont pas tellement d'importance. Mais donc voilà, parfois c'est intéressant de voir le critère qu'il met, surtout si le critère n'est empiriquement pas correct, si on peut réfuter le critère qu'il avance pour dire. Et aussi, une autre chose qui est importante avec ces critères, c'est parfois je vois des critères qui passent, par exemple, le critère pour rejeter la psychanalyse, ça va être, ils utilisent des études de cas. Mais évidemment, ça pose problème si on rejette la psychanalyse. Alors, bien sûr, la psychologie expérimentale, c'est constitué en rejetant les autres méthodologies. Donc, un expérimentaliste va avoir tendance à dire seule la psychologie expérimentale est de la vraie psychologie scientifique, le reste pas. J'espère que la plupart diraient pas ça, mais il y a cette idée que l'approche expérimentale
pourrait être la seule vraie approche. Hein. Maintenant, qu'elle donne des savoirs plus certains, ça, je pense que là, on est tous d'accord, hein, mais il y a une différence en dire que l'approche expérimentale est une approche qui donne des résultats qui donnent plus de certitude, qu'on a accès à quelque chose de plus vrai, mais dire que c'est la seule méthodologie qu'on peut faire et qui a de l'intérêt, ça c'est deux choses différentes. Quoi. Qui vont dire, bon, par exemple, on projette l'étude de cas comme approche scientifique. On dit la méthodologie de l'étude de cas n'est pas une méthodologie scientifique, ergo la psychanalyse est une pseudoscience, puisqu'on va dire que la méthodologie psychanalytique, dans le paradigme psychanalytique, la méthodologie consiste à voir des patients et à en déduire des conclusions sur base d'études de cas. Mais le problème, c'est qu'évidemment, l'étude de cas, c'est utilisé en sociologie, en anthropologie, même en psychologie, on a des études de cas. Là encore, j'ai lu un mémoire sur les femmes japonaises expatriées en Belgique, c'était un mémoire d'études de cas, avec des récits de vie ou des entretiens, etc. Voilà, est-ce que j'aurais dû, l'élève a très bien réussi, hein, mais je ne vais pas péter l'élève parce qu'il n'a pas fait une expérience, quoi. En disant les études de cas, c'est une approche pseudo-scientifique. Donc, il faut se méfier. Si vous appliquez un critère-là, ce qui fonctionne pas pour moi, on dit la psychanalyse est une pseudo-science parce que ça utilise des études de cas, c'est que ce critère-là infecte plein de disciplines connexes qui utilisent aussi des études de cas et qu'on va pas rejeter, comme par exemple l'anthropologie, la psychologie scientifique. Donc c'est pas un bon critère. Donc méfiez-vous aussi de cet aspect-là, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut voir ça plus comme un continuum. Il y a un continuum entre de qualité des preuves produites, mais voilà, c'est pas parce que la méthode expérimentale produit des preuves qui sont peut-être plus solides sur un continuum que d'autres méthodes ne sont pas scientifiques pour autant, quoi. Et je pense qu'il y a des gens qui oublient aussi que la méthode expérimentale ou hypothético-déductive, c'est loin d'être la seule. Il y en a plein d'autres qui sont moins connues, mais qui sont utilisées dans certaines disciplines, mais qui sont tout aussi scientifiques. C'est juste que ça ne produit pas des preuves qui ont toujours le même niveau de solidité, mais voilà, c'est un continuum, c'est pas oui ou non, quoi. Voilà, donc par exemple les études de cas, c'est pas mal pour faire des études exploratoires, pour juste voir un peu ce qui se passe. Et puis je pense que dans des disciplines comme l'anthropologie, appliquer la méthode expérimentale, c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc voilà, ils font des études de cas. J'ai vu dans une tribu d'Amazonie pendant X mois et voilà ce que ça a donné. Mais si on leur supprime dire l'anthropologie c'est une pseudo-science parce qu'ils font ça, ça me paraît. Là, on brasse très large je brasse différentes choses pour montrer la difficulté d'établir des critères et à quel point des critères qui pourraient sembler des bons critères, quand on y réfléchit sérieusement, posent tout ce problème en réalité. Dans le dernier ouvrage, l'ouvrage consacré à l'épistémologie, à la question de la démarcation, parce que ce dont on parle, on appelle ça la question de démarcation, qu'il a publié il y a 2-3 ans avec Martin Brody. Il y avait un collectif de plusieurs dizaines, au moins plus de 10 auteurs, je pense, donc une vingtaine, je crois. Et donc là, tous les auteurs ont des avis différents, mais ils essayent tous de résoudre les problèmes dont on est en train de discuter. Et en gros, ça a relancé le débat sur la démarcation, puisque depuis les années 80, dans ce qu'on a parlé, finalement, le consensus, ça avait été, il n'y a pas moyen de résoudre ce problème par des critères, et puis si l'approche par critères est morte, il n'y a plus rien qu'on puisse faire. Et donc, depuis les années 80 jusqu'à maintenant, c'est quand même plusieurs décennies, le sujet était un peu considéré comme enterré en philosophie, et donc Martin Brody et Massimo Pigliucci l'ont relancé, et bon, ça a bien pris, parce que finalement, on voit qu'il y a pas mal de philosophes qui ont envie de rediscuter du problème de la démarcation pour essayer de résoudre ce problème. Et donc, la plupart des auteurs ne sont pas d'accord entre eux, donc ça forcément, chacun des auteurs défend des positions différentes. Et donc, Massimo Pigliucci, lui, dans son article, propose une solution pour donner une idée. Et donc, c'est une approche, ça vient du philosophe, si mes souvenirs sont bons, du philosophe Wittgenstein. Et Wittgenstein parle des jeux et il dit que donc, on ne sait pas établir ce que c'est un jeu par des critères. Tous les critères que tu peux imaginer,
seront invalidés par des contre-exemples. Par exemple, si je dis un jeu, c'est quelqu'un qui se joue à plusieurs, ben non, il y a des jeux en solitaire. Un jeu, c'est un jeu où les personnes qui jouent sont en compétition les unes avec les autres. Non, il y a des jeux coopératifs. Un jeu, Wittgenstein montre que pour tous les critères qu'on peut trouver pour le concept de jeu, il y a toujours un jeu qui va invalider au moins un des critères. Et donc, on est exactement comme dans la même situation qu'avec le concept de pseudoscience. Et donc, la solution de Wittgenstein, c'était de dire que c'était une approche par famille, c'est-à-dire que tous les jeux ne correspondent pas à la même liste de critères, mais finalement, c'est pas grave. On peut imaginer que des listes de critères en sachant que c'est une sorte d'arborescence comme ça, que certains jeux correspondront à certains critères et que d'autres correspondront à d'autres critères, et qu'il y a une sorte de familiarité quand on arrive tous à reconnaître qu'on est devant un jeu quand on en voit un, finalement. C'est ça l'idée, hein. À cause de ça. Donc c'est cette solution. Voilà, c'est le problème du jeu chez Wittgenstein. C'est pas mal de montrer en tout cas que... je suis d'ailleurs pas très sûr que je l'explique super bien, mais allez lire ce que Pigliucci en raconte lui-même. Ce qui m'a intéressé, moi, quand j'ai lu l'article, c'est que on se rend compte que le concept de jeu a le même problème que le concept de pseudoscience. Et je trouve que rien que ça, c'est clair. On se dit, mais c'est vrai, définir ce qu'est un jeu. Or, on sait tous ce qu'est un jeu quand on en voit un. Et ça montre que dans le langage, on a des concepts comme ça qui sont beaucoup plus qui sont difficiles à expliciter qu'on ne le pense, mais malgré tout. Mais par contre, je pense que c'était Renaud Evrard qui, dans son introduction à son bouquin sur l'histoire de la parapsychologie en France, ou de la métapsychique en France, il critiquait ça, puisqu'il dit finalement Pigliucci devrait concéder qu'on ne sait pas... cette idée que les scientifiques reconnaissent une pseudoscience quand ils en voient une pose problème dans le sens que, et si l'instinct des scientifiques se trompait, évidemment, parfois dans certains cas. Évidemment, Renaud Evrard, il pense que l'instinct des scientifiques se trompe quand ils pensent à la parapsychologie, que les scientifiques, comme ils n'ont pas de critères, mais finalement ils agissent pratiquement à l'instinct pour reconnaître ce que c'est une pseudoscience, ou à l'intuition, mais sans avoir des critères pour eux. On taxerait la parapsychologie à tort de pseudoscience, et que c'était un peu enfin voilà, lui il rejetait cette idée de Pigliucci en disant voilà, ça présente l'effet pervers qu'on valide des disciplines comme étant des pseudosciences alors qu'elles en sont peut-être pas réellement. Sinon moi j'aime bien cette idée de famille, hein. Je trouve que c'est intéressant parce que du coup il n'y a pas un type de science, il y a différentes familles de sciences, il n'y a pas un type de pseudoscience, il y a différentes familles de pseudosciences. Donc par rapport à des familles, là c'est probablement beaucoup plus facile justement d'avoir des critères qui sont précis. Mais à ce moment-là, il faut renoncer à l'universalité des critères, mais c'est effectivement potentiellement une solution intéressante. Ouais, moi je pense que quand on y songe, entre par exemple la sorcellerie, qu'on dit c'est une pseudoscience, la psychanalyse, la pseudo-archéologie, et l'ufologie, la parapsychologie, la cryptozoologie, finalement, ou l'homéopathie, mettre tout ça sous la même ombrelle, finalement, c'est un peu absurde, quoi. Moi, je vois très peu de points communs entre la pratique de l'astrologie et les recherches en ufologie. C'est deux choses. Et pourtant, dans les cas, on dit que c'est des pseudosciences, mais on met sous une même ombrelle des choses qui n'ont finalement pas grand-chose à voir ensemble. Ok, voilà. En tout cas, j'espère qu'avec cette petite introduction, les auditeurs auront une bonne vue d'ensemble sur le sujet, que ça aura pu être intéressant. Ouais, j'espère aussi qu'on a clarifié un peu et montré surtout la complexité des choses, hein. Vous vous intéressez au phénomène OVNI ? Vous voudriez enquêter sur des cas d'observation d'OVNI, mais vous cherchez un groupe dans lequel vous investir. Vous habitez dans le nord-est de la France. Eh bien, ce groupe existe. Il s'agit du CNEGU, le Comité Nord-Est des groupes ufologiques. Que vous soyez un enquêteur expérimenté ou un enquêteur débutant, n'hésitez pas à rejoindre le CNEGU et à enquêter sur les observations d'OVNI dans le nord-est de la France. Si vous êtes un enquêteur débutant, ne vous inquiétez pas, rejoignez le CNEGU et les membres du CNEGU vous formeront à l'enquête scientifique sur les observations d'OVNI. C'est le CNEGU, ou Comité Nord-Est des groupes ufologiques. C'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Merci à toi, Jérémy, d'avoir préparé cet épisode. De rien, avec plaisir. Et à la prochaine fois, tout le monde. Ciao. Ouais, ciao.
Welcome to Science Wars, chemistry, bio, physics, mathematical, which field is best? I understand the force and energy, quantum mechanics and relativity. My field is pure and they rely on me. I see the universe like nobody. You may have made fun of me in high school for being awkward and following the rules. Now I've got lasers. Wow, that's really cool. May the mass times acceleration be with you.